Il est 13 h. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. La 12e édition du Massa a été lancée. Le coup d'envoi du marché des arts du spectacle d'Abidjan a été officiellement donné hier par le Premier ministre au Palais de la Culture de Treichville. C'est un événement majeur qui réunira 26 nations en un même lieu du 5 mars au 12 mars 2022. On en parle en tout début de journal. En marge de la 58e édition du Salon de l'Agriculture de Paris, le ministre des Ressources animales et halieutiques a effectué une mission de travail et de prospection auprès d'investisseurs privés italiens dans le domaine de l'aviculture. Sidi Touré a aussi été reçu par le directeur général de la FAO pour parler développement de l'élevage, de la pêche en Côte d'Ivoire. Le président du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, a approuvé hier un nouveau gouvernement composé de 25 ministres. Des leaders de la société civile et des syndicats font également leur entrée dans le gouvernement dirigé par Albert Ouedraogo. 6 femmes y figurent, dont Olivia Rwamba, à qui échoit le portefeuille des affaires étrangères. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, c'est le thème de la Journée internationale de la femme, édition 2022. Il s'agit de faire progresser l'égalité entre les sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques de catastrophes. C'est d'ailleurs un des grands défis du 21e siècle. On sait que les femmes sont plus vulnérables au changement climatique que les hommes car elles constituent la majorité des populations les plus pauvres et des plus dépendantes aux ressources naturelles que la crise climatique menace le plus. Dans le même temps, les femmes sont impliquées dans des initiatives durables dans le monde entier. On en parlera aujourd'hui. On parlera donc des femmes, de leur rôle dans le développement durable, leurs droits et beaucoup plus de l'entrepreneuriat féminin. Qui, pour nous en parler, celle qui est la mieux placée, bien entendu. Félicité Coutouin, la directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Madame Coutouin. Merci bien. Vous êtes bien installée? Oui. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Dans 30 minutes. D'accord. C'est parti pour le Massa 2022. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a été lancée officiellement hier, samedi, par Patrick Hachi. Occasion pour le Premier ministre d'encourager les artistes à s'inscrire dans l'innovation, notamment celle de la transformation digitale des réseaux. La grand-messe donc de l'art et de la culture a pour thème les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Alexis Ouedraogo. Du son, de la danse, de la couleur. Ce samedi, au Palais de la Culture de Treichville, Abidjan devient la capitale africaine du monde des arts. Le Massa 2022, c'est plus de 182 spectacles, 98 groupes venus de 26 pays. Tous les spectacles du Massa In et du Massa Off sont totalement gratuits. Par conséquent, le public est invité à investir tous les lieux de spectacle. Pour le ministre de la Culture, cette 12e édition est l'occasion de réaffirmer l'existence d'une économie créative, la possibilité de faire des exploits et de répondre aux besoins de la jeunesse. Le thème du Massa 2022, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, est un appel à la professionnalisation des métiers des arts et une invitation à nourrir notre imaginaire des richesses de notre patrimoine culturel. Le Massa est aussi un espace économique. En effet, dans le contexte nouveau, marqué par la puissante polarisation des réseaux sociaux, les scènes transcendent l'espace et le temps. Je ne doute donc pas qu'ici, des carrières prendront forme. Les acheteurs et les créateurs qui se rencontreront à cette occasion signeront assurément un bail pour le plus grand bonheur des seconds. Tel est notre espoir pour la communauté des artistes africains. Président cette rencontre, le Premier ministre salue cet événement aujourd'hui vitrine de créativité et d'opportunités. Patrick Hachi invite les artistes à prendre conscience de la richesse du secteur des arts à l'heure du numérique. Il nous faut prendre conscience de ce joyau, le protéger, le chérir, l'aider à grandir encore, encourager nos talents, nos artistes, former nos professionnels, faire grandir nos artistes en herbe,
placer la culture comme une pierre angulaire du nouveau destin de l'Afrique pour le siècle qui vient. Un destin de modèle et d'inspiration pour le reste du monde. Rappelant les efforts du gouvernement à promouvoir le secteur, Patrick Hachi reconnaît que beaucoup reste à faire. Sur ce sujet, plus qu'encore que sur d'autres, les soutiens bilatéraux et multilatéraux, mais surtout les investissements d'acteurs privés experts de ce secteur industriel permettront un développement puissant et durable du monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Chers partenaires au développement, chers investisseurs, vous avez entendu mon message. Osez, venez, nous vous attendons. Nos artistes vous attendent pour inventer et écrire de formidables histoires artistiques en Côte d'Ivoire pour l'Afrique et le monde entier. Cette personnalité du monde culturel ivoirien ont été, au cours de cette cérémonie d'ouverture, élevée dans l'ordre national. Le Massa lui refermera ses portes le 12 mars prochain. On quitte le Palais de la Culture, direction Rabat au Maroc, où s'est tenue cette semaine la 11e conférence de l'ACK, l'association des Sénats Choura, Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Le Sénat ivoirien y était représenté. La délégation était conduite par son président. En marge de la conférence, Janoa Oussou-Kouadio a été reçu par le président de l'association. Témoin de la rencontre, Herman Guivet, notre envoyé spécial à Rabat. Une audience au cours de laquelle les deux parties ivoiriennes et marocaines ont réaffirmé les liens historiques qui lient leurs deux pays, saluant de même l'excellente santé de leurs relations actuelles. Nous avons profité de cette occasion pour renforcer la coopération ivoiro-marocaine à travers la signature d'une convention de partenariat entre le Sénat marocain et le Sénat de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je dirais qu'elle connaît sa grande splendeur avec Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, la coopération de sa splendeur totale. En 2015, au titre des investissements directs étrangers, le Maroc était numéro 1, le premier partenaire de Côte d'Ivoire en termes d'investissement étranger. Nous voulons saluer cette coopération et nous, les deux chambres, le Sénat marocain et le Sénat ivoirien, nous allons travailler ensemble pour faire tomber le maximum de barrières afin que nous passions à une autre phase, à une phase d'intégration entre le peuple marocain et le peuple de Côte d'Ivoire. Un accord de partenariat entre nos deux Sénats et nous espérons bien que nous réalisons les actes de cet accord premièrement dans le but de renforcer ces relations, que ce soit des relations entre peuples aussi, et que ce soit aussi des relations qui auront un impact positif sur le développement économique et social entre les deux pays. Chers frères, soyez toujours la bienvenue au Maroc. Cet accord prévoit la mise en œuvre d'un programme visant à encourager l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière juridique, de procédures législatives, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Un geste qui témoigne à nouveau de la volonté des parlements ivoiriens et marocains à travailler main dans la main. C'était Herman Guivet depuis Rabat. Herman Guivet qui est en ce moment en route pour Abidjan. Abidjan qui a accueilli cette semaine le président de la CNMAEP, la Commission nationale du mécanisme africain des pairs. Après avoir été reçu par l'inspecteur général d'État, David Moussa-Soro, a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général de la Grande Chancellerie. Une rencontre qui avait pour objet la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Issa Chonayo. Le président de la CNMAEP, Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation des pairs, depuis sa prise de fonction, fait le tour des institutions à charge des questions de bonne gouvernance. Après l'IGE, Inspection générale d'État et la haute autorité pour la bonne gouvernance, le professeur Soro Moussa David était dans les locaux de la Grande Chancellerie. Les personnalités qui dirigent la Grande Chancellerie sont pour moi des mentors dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est des personnes de très grande expérience. La Grande Chancellerie est en charge donc de la valorisation des valeurs. Et la CNMAEP travaille à faire en sorte que ces valeurs-là soient promues.
À partir du moment où on intègre le fait que le MAEP est une structure d'évaluation, d'auto-évaluation, on peut dire aussi que c'est une structure qui est intéressée à la question des résultats. Et qui dit résultat dit mérite. Et ici, nous sommes à la Grande Chancellerie, une institution en charge du mérite. Donc nous pensons que l'occasion nous sera donnée de développer des lignes de collaboration qui nous permettront de nous rapprocher des indices et des indicateurs que le professeur et son équipe ont déjà commencé à mettre en place. D'autres institutions à charge de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire seront visitées par le président de la CN MAEP, le professeur Soro Moussa David. Et parlons de bonne gouvernance, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire s'intensifie. Une stratégie nationale est mise sur pied et les outils de sa mise en œuvre sont en train d'être concoctés. C'est en cela que se tient un atelier à Grand-Bassam, la ville historique à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. C'est à l'initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la coopération allemande. Dangui, reportage. Des solutions contre la corruption qui gangrènent l'économie et la société ivoirienne selon des observateurs, chacun y va de sa recette. Éduquer depuis la base, depuis l'école primaire, éduquer contre ce phénomène peut amener raisonnablement les citoyens, au fur et à mesure qu'ils évoluent dans la société, justement à tourner le dos à la corruption. Il faut sévèrement frapper. Voter une loi à l'Assemblée nationale pour dire si on vous prend, voici, on peut vous donner 2 ans, 1 an de prison. Côté gouvernement, on partage une bonne partie des préoccupations des populations et on mobilise tous les leviers pour lutter efficacement contre ce phénomène avec l'appui des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. En témoigne l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, dont les outils de mise en œuvre sont également en préparation. Nous avons fait l'analyse pour voir qu'au niveau du cadre légal et institutionnel, il y a des faiblesses. Nous avons vu par exemple qu'au niveau des structures de contrôle, toute la pleine capacité n'est pas développée pour que ces structures puissent faire le contrôle qu'il faut. Nous avons vu par exemple que la société civile n'est pas encore totalement impliquée dans la mise en œuvre des actions de lutte contre la corruption. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'identifier les changements nécessaires à ces différents niveaux pour que la lutte puisse être efficace. C'est un travail à faire, c'est pas une chose qui change d'un jour au lendemain, mais ça change, effectivement. Représentant le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Emmanuel Assi, admet que l'efficacité des initiatives anticorruption constitue un défi de taille en raison de la complexité de cette pratique. Le travail se fait, ça s'améliore. On présente des nouveaux outils pour améliorer le travail. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui se fait déjà et les outils qui sont attendus pour performer. Aussi a-t-il rappelé que la stratégie d'action du gouvernement en matière de prévention et de lutte contre la corruption et infractions à assimiler s'appuie sur un diagnostic de ce phénomène qui met en exergue les faiblesses du dispositif institutionnel et juridique en Côte d'Ivoire. L'élevage, la pêche et l'aquaculture en Côte d'Ivoire sont en voie de connaître un bond significatif. C'est en tout cas le vœu cher au ministre des Ressources animales et halieutiques. Et pour y arriver, Sidi Touré mène des actions. Il prend des attaches. Présent en France depuis quelques jours dans le cadre du Salon de l'agriculture, il a pu se rendre en Italie pour une visite de travail et de prospection. Ensuite, les précisions de Jean-Louis Bangbo. Après Paris, Beauvais, puis la Bourgogne, la quête de moyens pour soutenir la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, PONADEPA, a mené le ministre des Ressources animales et halieutiques en Italie. En marge du Salon de l'agriculture de Paris, Sidi Touré a rencontré les premiers responsables de la SACE. Le service d'assurance du commerce extérieur est impliqué dans le financement de 2 projets majeurs pour l'aviculture ivoirienne. Notre objectif en venant ici en Italie, c'est de rencontrer ces acteurs qui se sont engagés à nous accompagner dans la modernisation de toute la chaîne de production
de transformation et de distribution des produits volailles en Côte d'Ivoire. Donc nous allons moderniser la production, sortie de la production traditionnelle, passer à une phase moderne pour que les Ivoiriens mangent certes de la viande en quantité, mais surtout de la viande de qualité. La construction de 7 abattoirs industriels sur toute l'étendue du territoire et la création de 240 nouvelles fermes modernes clés en main. La politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture était également au centre des échanges que le ministre a eus avec le directeur général de la FAO au siège de l'institution à Rome. Nous avons certes présenté les documents de politique, nous avons annoncé nos priorités dans le secteur aquacole à travers la forte initiative qui visera à changer la tendance en termes d'alimentation, sécurisation de l'alimentation en poisson en Côte d'Ivoire, pour que nous puissions passer de 17% à un taux raisonnable d'équilibre pour la sécurité alimentaire des Ivoiriens en matière de produits halieutiques. Mais aussi la FAO, le directeur général, a marqué un intérêt à nous accompagner dans le financement, l'accompagnement à obtenir des financements dans le secteur de la production animale, où là aussi nous sommes relativement déficitaires. Le périple italien de Sidi Touré et sa délégation s'est poursuivi à Cremona, dans le nord du pays. Visite de 2 opérateurs privés, partenaires techniques des projets d'abattoirs industriels de volailles en Côte d'Ivoire, PAVSI, et de la modernisation du secteur avicole, PMSA. Un reportage de Jean-Louis Gbangbo du service économie, l'un de nos envoyés spéciaux à Paris sur le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture qui n'a pu ouvrir ses portes 2 années durant, 2020-2021. Le coupable, vous vous en doutez bien, c'est le coronavirus qui est toujours parmi nous. Deux ans après son apparition, le coronavirus est encore parmi nous et il se fait entendre de la pire des manières. Il sème la mort. À ce jour, 795 vies ont été emportées par le virus, 795 morts pour 81 546 cas confirmés. Parmi ceux-là, 428 personnes se battent actuellement même contre le virus. Les gestes barrières et le vaccin anti-Covid demeurent à l'heure qu'il est la seule riposte possible, le seul rempart contre le SARS-CoV-2, alors ne vous faites pas prier. Nombre d'entre eux attendaient cette intervention depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est fait. Les patients du service ophtalmo du CHU de Treichville, quelques 70 personnes bénéficient à l'heure qu'il est d'une greffe de la cornée. Ils sont pris en charge par des experts palestiniens et ivoiriens et l'opération est déjà réussie pour une vingtaine d'entre eux. C'est ce que nous rapporte Didier Nguessan. Il recouvre la vue grâce à une chirurgie de la greffe de la cornée, une initiative conjointe de l'Agence palestinienne de coopération internationale et le CHU de Treichville. Une vingtaine de patients bénéficient de cette première opération, mais toute la campagne concerne 70 malades des yeux. Je viens de très loin par rapport à ma cornée qui a été abîmée après une opération de cataracte. Et vraiment, j'ai parcouru des hôpitaux qui disaient que c'est impossible. C'est un miracle extraordinaire. Pour moi, je suis dans la joie. Je remercie l'État de la Côte d'Ivoire. Je remercie l'État de la Palestine. Cette chirurgie, estimée à plusieurs millions de francs CFA, est gratuite et c'est une première en Côte d'Ivoire, ce qui renforce la coopération entre la Palestine et la Côte d'Ivoire. On est content que des petits garçons comme celui-là, ou bien des petites filles, ou bien des vieilles même, qu'ils peuvent recouvrir la vue et qu'ils vont continuer leur vie de façon normale. Les 20 greffons ont été vraiment bien utilisés. Et donc nous sommes très heureux. Et je pense que le CHU de Treichville est en train d'aller, bien entendu, avec l'aide du gouvernement, vers l'atteinte de son objectif, qui est de faire du CHU de Treichville l'hôpital de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Puis il y a un transfert de compétences qui va renforcer les capacités opérationnelles de nos médecins. Après la transplantation réussie de foie avec les Égyptiens, la greffe de la cornée place le CHU de Treichville en pole position en termes d'expertise pour ces deux types de chirurgie.
On peut maintenant aller déjeuner. C'est le déjeuner de l'innovation. C'est là que je vous invite. Et c'est une rencontre organisée par le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le rôle des incubateurs dans la promotion de l'innovation, voilà la thématique de cette 4e édition. Nos reporters vont nous en dire plus. Ce sont Espérance Diakale et Dongui Dongui. À l'occasion du déjeuner de l'innovation organisé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI, des dirigeants d'incubateurs de start-up sont intervenus sur plusieurs points, notamment l'importance des incubateurs dans la création d'entreprises et l'innovation entrepreneuriale. Il s'agit, grâce à une formation personnalisée, d'aider des entrepreneurs dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'apport des incubateurs, c'est de structurer, aider les entrepreneurs ou les apprentis entrepreneurs qui veulent aller vers l'entrepreneuriat à réussir leur idée d'entreprise et pour avoir justement les outils, pour avoir effectivement la malice de pouvoir mieux entreprendre et de pouvoir réussir son projet d'entreprise. Moi, je conseille aux jeunes étudiants de passer par les incubateurs. L'incubateur forge l'entrepreneur sur ce que nous, on va appeler le mindset, l'état d'esprit, qui est très important même pour un chef d'entreprise qui a une vision et qui veut atteindre cette vision-là. À l'issue de ces échanges, le secrétaire général du FONSTI, Dr Sangari Yaya, a souligné que les jeunes diplômés auront désormais la possibilité d'être formés et de se lancer dans des projets innovants. Nous avons besoin des incubateurs pour nous aider à assurer efficacement cette transition entre le monde universitaire et académique qui produit des savoirs, des connaissances et le monde économique qui produit de la richesse. Les incubateurs donc, vont aider à former nos étudiants en entrepreneuriat, également nos chercheurs et enseignants-chercheurs à valoriser économiquement les résultats de leur recherche. En attendant de conclure un accord de partenariat avec des incubateurs, le FONSTI va animer des conférences dans plusieurs universités pour expliquer aux étudiants l'urgence et l'intérêt de l'entrepreneuriat. 45 agents de la fonction publique en ont fini avec le service. C'est définitivement terminé. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, ils font désormais valoir leurs droits à la retraite. La ministre Anne-Désirée Ouloto leur a remis des attestations de reconnaissance pour leur dévouement et leur ardeur au travail. Le compte-rendu de Khalil Diomandé et Patricia Omouetia. Dans une atmosphère festive, ils reçoivent à tour de rôle des certificats de reconnaissance et des chèques pour les nombreuses années de loyaux services rendus à la nation. Ces fonctionnaires en fin de carrière partent de manière mémorable, une action qui les réconforte et leur procure du bonheur. Mesdames et messieurs, nous voulons saluer l'action que pose en ce jour la MAFOP. Action qui nous conforte que nous n'avons pas servi en vain à la fonction publique. Au nom de mes frères et sœurs, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette cérémonie. La présidente de la mutuelle des agents du ministère de la fonction publique, MAFOP, quant à elle, a salué l'esprit de solidarité des membres de la mutuelle. Ce moment de partage et de joie, toujours attendu et apprécié par les mutualistes, prouve, si besoin en était, qu'au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'esprit de solidarité et de famille n'est pas un vain mot. Il me plaît donc de saluer cette fraternité vivante, portée et soutenue par notre ministre, Madame Anne-Désirée Ouloto. Tout en souhaitant une belle retraite aux anciens bâtisseurs de l'État, la patronne de la fonction publique les a exhortés à mettre leur expérience au profit des plus jeunes. Je voudrais vous souhaiter une très belle et sereine retraite. Je souhaite que vous mettiez votre expérience et la sagesse qui vous habite aujourd'hui au service de toute la collectivité. Depuis 2016, ce sont plus de 91 mutualistes en fin de carrière qui ont bénéficié de l'appui de la MAFOP, la mutuelle des agents du ministère de la fonction publique. Une initiative que cette mutuelle, créée en 2013, entend perpétuer.
Un reportage signé Patricia Oumou-Etia. On va maintenant faire un peu de tourisme. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est magnifique. Aujourd'hui, c'est l'ouest montagneux que je vous emmène découvrir. On ne va pas s'appesantir sur les montagnes, mais cette fois sur un tout autre atout majeur de la région. Les ponts de lianes. Des ponts suspendus, végétales, conçus avec des lianes issues d'énormes arbres. L'un des plus célèbres, c'est le pont de Vatoe, dans la région de Danané. Il est long de 100 mètres. Prêt pour la découverte? On y va. Notre guide, c'est Patricia Oumou-Etia. À une trentaine de kilomètres de Danané et au terme d'une route escarpée, nous entrons dans le village de Vatoe. Jour mémorable pour le village qui accueille la délégation de Côte d'Ivoire Tourisme et les ONG du secteur et pour cause, la restauration 2 ans après du pont de liane du village de Vatoe par Côte d'Ivoire Tourisme. C'est un ouvrage qui assure la liaison entre les deux rives. La traversée se fait pieds nus au risque de s'exposer à des accidents qui, selon les croyances des communautés concernées, sont souvent d'origine mystique. On traverse dans pirogue et maintenant ils ont mis le pont de liane. Tout le monde est content. Quand le pont est gâté, les vieux demandent aux jeunes d'aller chercher les lianes. Ils viennent, ils déposent les lianes au pont de liane ici et ils disent aux gens de quitter le pont. Ils attendent au moins 4 jours et viennent, le pont est déjà construit. C'est les jeunes qui font le pont de liane. Restauré en décembre dernier, le pont de liane de Vatoe traverse le fleuve Cavali avec 100 mètres de longueur, 50 mètres de hauteur et 20 mètres de largeur. Ce pont de liane, avec toute sa culture, fera l'objet d'un circuit touristique dans la région du Tongpi. Ce pont-là, qui est derrière moi, le pont de Vatoe fait 100 ans. Le pont de Lieple, qui n'existe pas aujourd'hui, le pont de Welle qui n'existe pas, le pont de Doueple qui n'existe pas, le pont de la cascade de Mar qui n'existe pas. Bon, il y a trop de ces ponts-là. Le pont même de Dongouiné n'existe pas. Donc c'est pour nous vraiment une doléance qu'on fait aux autorités de pouvoir nous aider à rétablir tous ces ponts-là parce que c'est des sites touristiques. Pour le représentant du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, la restauration des ponts de liane est une contrainte majeure de conservation du patrimoine touristique de notre pays. Du point de vue touristique, ce pont revêt une importance capitale. Ce pont a une valeur mystique parce que personne ne sait comment on utilise des lianes, on entremêle des lianes pour en faire un pont. Tout le monde, ne serait-ce que pour la vue, tout le monde, ne serait-ce que pour l'émotion, tout le monde, ne serait-ce que pour la curiosité, aimerait bien traverser ou bien toucher. Remettre ce pont-là en place est un acte hautement important pour, n'est-ce pas, le circuit touristique dans le Tongpi. On dénombre une dizaine de ponts de liane dans la région du Tongpi et celui du village de Vatoe est le plus long. Et ces ponts sont à voir de près. Je vous l'avais dit, la Côte d'Ivoire est belle. Après le Premier ministre Albert Ouedraogo, nommé jeudi, le président du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, a approuvé hier un nouveau gouvernement composé de 25 ministres. Le ministre de la Défense ayant servi sous l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, le général Barthélémy Simporé en fait partie. Il est même élevé au rang de ministre d'État. Des leaders de la société civile et des syndicats, dont Lionel Bilgo et Bassolma Bazié, font également leur entrée dans le gouvernement. 6 femmes figurent dans ce gouvernement, dont Olivia Rwamba, à qui échoit le portefeuille des affaires étrangères. Vladimir Poutine a reçu pendant 3 heures, hier samedi, le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui s'est proposé comme médiateur dans la crise ukrainienne, un canal diplomatique de plus pour tenter d'amorcer une désescalade, et ce alors que côté américain, on suspectait dernièrement que le Kremlin pourrait prendre les sanctions économiques massives décidées en Occident pour une déclaration de guerre. Vladimir Poutine a toutefois mis en garde l'Occident contre la tentation d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. C'est une mesure que Kiev réclame avec insistance. Cependant, pour l'instant, l'OTAN refuse de l'envisager. Mardi prochain, c'est le 8 mars et c'est la Journée internationale de la femme. Elle sera officiellement célébrée dans la commune de Koumassi. Hier, c'est le plateau qui a abrité un panel de haut niveau en lien avec la journée. Autre fait marquant, la signature d'une convention de 3 milliards de francs CFA entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et un établissement bancaire. On retrouve Alexis Ouedraogo. Une convention de 3 milliards de francs CFA entre un groupe bancaire et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.
Objectif, accompagner les femmes dans leur combat pour un avenir durable. Notre présence à vos côtés traduit la volonté manifeste d'œuvrer conjointement avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour une coopération exemplaire dans tous les domaines et particulièrement celui du développement et de l'appui financier. Ce samedi au plateau, en marge de la Journée internationale de la femme, un panel de haut niveau s'est tenu autour du thème « Égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». Dans l'autonomisation de la femme, il faut mettre plus d'accent sur les opportunités qui existent ou qui sont données par cette lutte contre les changements climatiques. L'Union européenne, pendant les dernières années, a investi en Côte d'Ivoire à peu près 40 milliards francs CFA. À partir de 2022, on a un grand projet sur la formation professionnelle pour à peu près 6 milliards francs CFA. Pour Nassene Batoré, les défis du changement climatique obligent une action vigoureuse du gouvernement, surtout à l'endroit des femmes. Le gouvernement est résolument engagé dans la mise en œuvre des initiatives en mettant l'accent sur le financement de solutions climatiques équitables pour les sexes en vue de renforcer le leadership des femmes dans l'économie verte et leur résilience face aux impacts et aux catastrophes climatiques. La rencontre s'est enrichie de l'intervention de plusieurs panélistes sur les problématiques du changement climatique. Et c'est la transition toute trouvée, la transition idéale pour nous mener au chapitre 2 de cette édition. Le Dimanche Magazine, notre invité est de retour en plateau. Bienvenue encore à vous, Madame Coutouan. Je vous propose de suivre cet élément vidéo et puis on se retrouve juste après. Selon le récent rapport de la Banque mondiale, les femmes constituent l'un des leviers les plus puissants de la croissance socio-économique de la Côte d'Ivoire. En signant cette convention, il s'agit pour la Chambre de commerce et d'industrie de mettre à la disposition des organisations féminines l'ensemble des dispositifs d'appui mis en place par les institutions de soutien. Cette convention a pour objectif de définir un cadre de collaboration en vue de la conduite de projets et programmes visant la promotion des activités de renforcement de capacité des femmes en milieu urbain et rural sur l'ensemble du territoire national. Une continuité, vu que sur les 2 dernières années, la Chambre consulaire a déjà initié 3 programmes en faveur du secteur de l'agro-transformation. Plus de 200 PME dirigées par des femmes ont ainsi pu être financées à hauteur de 800 millions de francs CFA, avec en bout de ligne 357 nouveaux emplois. Ce partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie nous est offert pour marquer notre adhésion à l'avènement d'une société viable, équitable et vivable. La thématique abordée cette année invite à la réflexion sur le rôle des femmes dans une dynamique de développement durable. Cet appui de la Chambre de commerce et d'industrie, une occasion d'assumer le leadership confirmé des femmes ivoiriennes, notamment en matière de réalisation des projets. On va enfin finir avec l'économie domestique. Il faut que nous soyons plus ambitieuses et que nous rejoignions les hommes au sein des PME. Mais ça aussi, il faut aller ensemble, en union, et protéger cet espace-là. L'objectif principal de l'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership, c'est de donner des instruments nécessaires afin de faciliter l'intégration au monde des affaires. Merci à vous, Lanciné Bagayoko. Madame Coutouan, nous sommes quasiment à la veille du 8 mars, c'est mardi prochain. Nous sommes à la veille, donc, la journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce que cette journée vous inspire en tant que femme? Oh là là, j'avoue que cette journée est une source de motivation. Mais avant, je voudrais saluer les spectateurs au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, que j'ai l'insigne honneur de représenter sur ce plateau. C'est donc vraiment une source de motivation, une source de joie de célébrer la Journée internationale de la femme. Je suis femme, les défis des femmes sont nombreux et à l'entame de cette célébration, mais c'est vraiment beaucoup de motivation. Je me sens comme gonflée à bloc. L'humanité a réalisé beaucoup de progrès. L'homme est même allé sur la Lune. Mais malheureusement, nous restons encore tous les jours confrontés aux questions d'inégalité entre les hommes et les femmes.
chose qui amplifie les injustices et rend ce monde pas très humain. L'égalité entre les sexes est la porte ouverte qui permettra à l'humanité d'être plus humaine. Donc, je suis rempli d'espérance à l'entame de cette semaine. Pourquoi cette journée, selon vous? Cette journée, et comme je viens de le dire tantôt, se justifie par le fait que les inégalités subsistent, hélas. Les droits, vous battez pour vos droits. L'objectif donc de cette célébration, c'est progressivement d'évaluer les avancées, les efforts qui sont réalisés par les différents pays, les États, pour faire en sorte que les droits des femmes soient de plus en plus réalisés et que les inégalités de ce fait puissent s'estomper pour permettre un développement harmonieux et une justice sociale. Alors, actuellement, les droits des femmes sont-ils de plus en plus respectés ou alors de plus en plus bafoués? Je peux dire que la plupart des droits sont suffisamment respectés. Je ne dirais pas entièrement respectés. Je ne peux pas dire que ça va tout à fait, parce que j'attends mieux que cela. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'avec la politique de l'école obligatoire, les petites filles ont accès à l'école. Beaucoup plus d'opportunités sont offertes aux femmes pour réaliser leurs droits. Et tous les droits, que ce soit le droit à l'éducation, à une santé de la reproduction, le droit au travail décent, à un salaire égal, le droit, toutes sortes de droits, des efforts, des avancées notables sont faits dans le monde aussi bien que chez nous. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr. À qui la faute, madame? Je ne parlerai pas d'à qui la faute. C'est un combat qui de faire respecter les droits des femmes? C'est toutes les populations qui doivent interagir. Notamment les femmes? Notamment les femmes elles-mêmes. Qui ne se battent peut-être pas suffisamment. Je ne dirais pas qu'elles ne se battent pas suffisamment. Il ne faut pas attendre la journée du 8 mars, non? Elles n'attendent heureusement pas la journée du 8 mars. C'est tous les jours qu'on les voit se battre. Je vous assure que lorsque vous traversez l'étendue du territoire, ce sont les femmes qui sortent les premières. C'est le signe manifeste de leur volonté de vivre et de bien vivre. Elles se battent comme elles peuvent. Les gouvernants aussi font des efforts. Et ces actions concertées devraient progressivement nous conduire à des droits un peu plus respectés. Un peu plus respectés. Le thème cette année, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Ça, c'est le thème à l'international. Et le thème national, c'est l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces thèmes? L'égalité pour la durabilité, c'est ainsi qu'on doit comprendre le thème de cette année. L'égalité pour permettre aux hommes, aussi bien qu'aux femmes, de participer ensemble à la réalisation du développement durable. De toute évidence, il n'est pas possible à l'homme seul de porter le fardeau du développement de l'humanité. Il faut bien que les femmes, à part égale, puissent contribuer pour que l'humanité soit dans un développement qui soit pérenne, un développement pour les générations futures. Et cette lutte contre les changements climatiques incombe aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Disons que le développement durable repose sur 3 piliers. Ce sont les aspects social, environnemental et économique. On va y aller un à un. Parlez-nous de la première modalité, le social. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Il ne peut pas avoir de développement durable, vous convenez avec moi, si les conditions de vie sociale ne sont pas améliorées. Les conditions d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès à l'eau, toutes ces choses inhérentes à la vie, si ces conditions sociales ne sont pas réalisées, il ne peut pas avoir de développement qui ait un début de durabilité. En plus de tous ces aspects d'accès aux différentes ressources pour améliorer ces conditions de vie, il faut également prendre en compte la nécessité de garantir la paix sociale. Et la femme doit être un élément, un acteur principal de la recherche de la paix, de la cohésion. Elle doit être impliquée au même titre que l'homme dans les aspects de recherche. Et le volet environnemental? Du point de vue de l'environnement, c'est notre berceau à tous. L'environnement, nous y baignons, nous y vivons, nous profitons de ces ressources. Et si nous ne préservons pas ces ressources et que nous les gaspillons, nous arriverons progressivement à ce que les générations futures n'aient plus rien dans lesquels baigner et tirer profit de ceux dont nous tirons profit aujourd'hui. Donc, il est important que les aspects de biodiversité soient préservés, les aspects de changement climatique soient amorcés pour que la population dans son ensemble puisse vivre dans un monde qui soit agréable à vivre. Puis, troisième pilier du développement durable, c'est l'aspect économique. La création de richesses. La création de richesses à la fois par les hommes et par les femmes, mais bien plus, le profit de ces richesses. Il faut bien créer la richesse, mais il faut que les hommes, au même titre que les femmes, puissent à la fois créer, mais aussi tirer profit de ces richesses.
Il faut veiller à ce qu'une répartition égalitaire des richesses soit assurée dans le monde et par tous. Et pour l'ONU, il faut absolument que toutes les femmes soient autonomes. Comment on y arrive? Les modalités sont offertes. Les modalités sont offertes. Quoique l'autonomisation est un processus d'accession, de développement des capacités d'action de la femme en vue de l'amélioration globale de ses conditions de vie, mais aussi d'accession au pouvoir de décision. Ce sont ces deux grandes modalités, améliorer les conditions de vie et favoriser l'accès à la participation par la prise de décision. Et lorsque nous mettons toutes ces actions en synergie, nous créons les modalités pour que la femme puisse être autonome, pour qu'en définitive, elle influence le bien-être de la société. C'est cela. À terme, l'objectif assuré par l'autonomisation de la femme, c'est de permettre à la femme de contribuer, de participer efficacement à l'amélioration de la vie dans le monde et donc de la création de la richesse également. Cela suppose que des opportunités lui sont offertes pour pouvoir mettre son potentiel au service du bien-être et de la création de richesses et de valeurs. D'accord. Ce qui m'amène à vous poser cette question, Madame Koutouan, l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, quel état des lieux? Merci à vous. L'occasion est belle et je suis même prise au piège, mais j'essaierai de me défaire des maillons du filet. L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire se porte bien. Féminin en Côte d'Ivoire se porte bien. Selon l'agence Côte d'Ivoire PME, c'est 5% d'augmentation de 2015 à 2020. Ces chiffres nous font rêver. C'est 20 femmes parmi les 430 femmes qui dirigent les grandes entreprises de Côte d'Ivoire. C'est 31% de femmes qui dirigent les PME de Côte d'Ivoire. Les femmes sont à tous les niveaux. On les retrouve à 33% dans le secteur du commerce, 31% dans les biens et services. On les retrouve à 27% dans l'agro-industrie, 4% dans les bâtiments et les technologies. Nous les retrouvons à 67% de la main-d'œuvre agricole, où elles produisent environ 80% des ressources vivrières qui assurent notre alimentation dans ce pays. Je pourrais dire qu'au regard de cela, l'entrepreneuriat féminin est dynamique, porte des résultats, des fruits. Dans un environnement meilleur, cet entrepreneuriat pourra être un pilier pour le développement pour notre pays. Le secteur se porte bien, les femmes, mais il y a certains domaines, quand vous l'avez dit, il y a certains domaines où elles ne sont pas très, très bien représentées. Il faut faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Oui, il faut dire qu'il y a certains métiers qui étaient là, certains secteurs qui jusque-là étaient plus ou moins la chasse gardée des hommes. Quand vous voyez les BTP... Non, mais être chef d'entreprise, Madame Koutouan, ça n'a rien à voir avec bien sûr, les il faut y aller. Il faut que vous ayez du courage, il faut que vous soyez ambitieuse. Et c'est pour ça que je dis que jusque-là, ces secteurs semblaient être dédiés aux hommes. Mais vous voyez qu'il y a une percée de plus en plus. Les femmes envahissent tous les domaines maintenant. Elles osent, elles ont conscience de leur capital humain, de leurs compétences, et elles peuvent explorer tous les domaines. Donc, elles ne sont plus cantonnées dans les secteurs anciens, mais de plus en plus, elles envahissent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les freins, selon vous, au développement de l'entrepreneuriat féminin? Les freins, le premier frein est une question de capacité. J'aime à le dire et je le redis, n'est pas entrepreneur qui veut, mais entrepreneur qui peut. La question de la formation, du développement des compétences professionnelles, managériales, c'est autant de choses d'armes dont la femme doit s'armer pour pouvoir investir le secteur de l'entrepreneuriat et émerger au niveau des leaders, affirmer son leadership. Donc, c'est la formation. Au-delà de la formation, c'est aussi l'accès au crédit. C'est les questions de réseautage. C'est les questions d'utilisation. Ce qui existe déjà, il y a des guichets de financement qui existent, notamment le FAFSI. Fort heureusement. C'est une option que l'État de Côte d'Ivoire a prise de mettre à disposition des ressources. Plusieurs guichets, le FAFSI, le Fonds Femmes et Développement, le Fonds d'appui, le Fonds de promotion des PME et de l'entrepreneuriat qu'on appelle communément le Fonds Bassi. Et tout dernièrement, on a constaté seulement, pas plus tard qu'hier, à l'occasion donc du panel, il y a eu la signature d'une convention avec l'une des banques de la place. 3 milliards de francs CFA. Est-ce que ça fonctionne, ces guichets de financement, justement? Est-ce que ça fonctionne comme ça devrait? Est-ce que toutes les femmes, aujourd'hui, pourraient venir, qu'elles soient des PME, qu'elles soient du milieu agricole, du secteur agricole, venir demander des prêts et puis que ça marche?
l'expérience montre que ça marche. Ça marche dans la mesure où c'est 265 000 femmes qui ont déjà bénéficié du FAFSI. Au niveau du Fonds Femmes et Développement, depuis son existence... Qui existe depuis 1994, près de 30 années d'existence. Qui ont pu en bénéficier. Au niveau des nouveaux fonds, que je peux appeler de nouveaux fonds, dans la mesure où le fonds Bassi, c'est depuis 2018, et les autres fonds, là aussi, les femmes ont commencé à se frotter à ce fonds, à le solliciter. Au premier bilan, on était déjà à 300 femmes bénéficiaires du fonds Bassi. Effectivement, taux qui s'est déjà amélioré depuis ce temps. Outre ces guichets de fonctionnement, qu'est-ce que vous pouvez dire encore? Qu'est-ce que le gouvernement fait véritablement? Quelles sont les actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin? Diverses actions sont menées. À côté de ces guichets de financement, il y a des projets d'envergure dans tous les secteurs qui sont mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire avec une composante genre et technologie de l'information et de la communication. Autant de choses qui font le lit d'un environnement favorable à l'épanouissement de l'entrepreneuriat féminin. Il y a donc, que ce soit au niveau, de plus en plus, nous assistons à la création des incubateurs, des accélérateurs et de toutes sortes de mesures d'accompagnement pour créer un environnement favorable au développement du leadership. Et si elles veulent se former, il faut voir du côté de la NADER? Que ce soit dans le secteur de l'agriculture, nous avons la NADER qui, depuis des années déjà, réalise un accompagnement extraordinaire de nos populations paysannes dans le cadre de l'agriculture. Nous allons terminer. À votre avis, pour coller à l'actualité, quel peut être le lien entre l'entrepreneuriat féminin et la vie chère? Le lien est tout trouvé, c'est le changement climatique. Il faut toutes les ressources naturelles pour favoriser une bonne production. Quand la production n'est pas suffisante, la loi de l'offre et de la demande s'impose. La flambée des prix se pose. Donc, le lien est tout direct. D'où la nécessité, l'appel des Nations Unies à faire de cette journée internationale de la femme un appel urgent adressé pour le financement des activités des femmes qui sont dans le secteur, qui sont les plus exposées au changement climatique, celles qui sont vivant dans le milieu de l'agriculture. Nous en gagnons tous. Merci. Puisque lorsque ça se fait, nous avons à manger, nos assiettes sont bien garnies, nous nous portons bien et le développement est assuré. Le développement est assuré. Merci Madame Coutouan. Félicité Coutouan, vous êtes directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Vous êtes venue nous parler des acquis socio-professionnels et de l'entrepreneuriat féminin en prélude à la journée internationale qui sera célébrée mardi prochain. On l'a compris, la femme qui est installée dans un environnement favorable peut exceller dans tous les domaines d'activité et influencer de façon positive le développement de notre nation. Merci encore d'être venu. Bonne célébration du 8 mars. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.